C'est impressionnant de voir que des traditions populaires survivent aux siècles qui passent et demeurent encore bien vivantes aujourd'hui. Et ce qui peut paraître étonnant aussi, c'est qu'elles inspirent des vocations à une relève qui s'engage dans ces voies difficiles. Au Japon, pendant leur formation, les futurs lutteurs sumo développent leur résistance, suivent une diète hypercalorique et s'entraînent à la musculation. Et en Espagne, on rencontre des jeunes qui veulent devenir matadors. Les apprentis matadors apprennent à manier les capes, s'entraînent au taureau à roulettes, mais affrontent aussi de vraies bêtes au péril de leur vie. Chaque jour, c'est dans des écoles pas comme les autres qu'on atteint ses objectifs, tout en faisant perdurer les traditions populaires. C'est un peu ça le paradoxe japonais. Un étrange mélange entre une ancienne civilisation et une des sociétés les plus avant-gardistes de la planète. Un pays qui est toujours un peu tiraillé entre son passé et le futur. Et malgré le fait qu'on associe souvent Japon à haute technologie, ça n'empêche pas qu'on trouve ici une jeunesse pour qui l'idée de devenir lutteur sumo n'a rien de dépassé. Le sumo est un sport réservé uniquement aux hommes et ceux qui le pratiquent sont appelés rikishi. Il y a environ 660 lutteurs sumo au Japon, répartis dans 47 écuries ou Eiya. Ces maisons sont dirigées par un entraîneur appelé Oyakata, lui-même ancien lutteur de haut rang ayant pris sa retraite. Le matin, nous commençons par des étirements, contrairement à ce qui se passe dans les autres Eiya. J'ai intégré à l'entraînement le renforcement des muscles du ventre et des poumons, et même un exercice pour les yeux. Même si on fortifie le corps, si l'esprit n'y est pas, on n'aura pas de bons résultats. On aura beau faire des exercices difficiles, les lutteurs, selon moi, n'arriveront pas à maximiser leurs forces. Il faut s'entraîner de manière détendue et prendre davantage de plaisir au vrai combat. Combien de lutteurs sont inscrits ici dans cette Eiya? Actuellement, la Eiya compte 9 lutteurs. Le plus jeune de nos lutteurs a 18 ans et le plus âgé du groupe en a 36. La règle actuelle exige que les lutteurs mesurent au moins 1,67 m et pèsent au moins 67 kg. Pour être admis, ils doivent avoir terminé l'école secondaire et avoir moins de 23 ans. Ce qui veut dire qu'un candidat est admissible jusqu'à l'âge de 22 ans et 11 mois. On fait toujours passer des tests sanguins à chacun pour savoir s'il a des maladies ou non. S'il répond à tous les critères que je vous ai mentionnés et n'a pas de maladie, il peut alors devenir sumo.
On quitte pour un moment l'atmosphère feutrée des lutteurs sumo pour se retrouver en Espagne, dans l'univers de la tauromachie, une discipline qui aurait pris racine lors des fêtes populaires au 16e siècle. Victime du temps et de ses nombreux opposants, la corrida ne brille plus comme autrefois. Aujourd'hui, pourtant, la corrida existe encore et certains jeunes Espagnols espèrent toujours devenir des stars de la tauromachie. Sous les grands arbres d'un parc du centre-ville de Madrid, une fois leur journée de cours au collège ou à l'université terminée, des jeunes s'entraînent à devenir toreros. J'ai commencé à penser à ça quand j'étais tout petit. J'étais fasciné par la corrida, les taureaux et tout ce qui concerne les toreros. Il y a toutes sortes de coutumes et de rituels qui entourent la tauromachie, ce qui la rend un peu magique. Plie la jambe et mets ta cape vers le bas, pour que le taureau courbe bien l'échine. J'ai commencé à venir à l'école taurine à 14 ans. Au début, je venais plutôt pour me divertir et pour jouer. Et peu à peu, je me suis passionné pour la corrida. C'est devenu pour moi un rêve et un but à atteindre, plus qu'un simple jeu. Il y a des moments où tes mouvements sont trop près de ton corps. Vas-y plus large. Ce que font les apprentis s'appelle le toreo de salon et permet d'apprendre à manier les deux capes de la corrida. Une grande, appelée capote, qui ne sert qu'en début de corrida, et une petite cape rouge, la muleta, qui sert à conduire le taureau. Le toreo de salon sert à s'habituer à toréer. C'est ce qui se rapproche le plus de l'expérience avec une vraie bête. Comme on ne dispose pas toujours de vaches ou de taureaux réels, c'est un outil fondamental. Baisse les mains, mets la cape plus bas. Il y a des jours où on travaille sur les esquives avec la cape ou bien on perfectionne des mouvements. On fait aussi des exercices pour les bras et les poignets pour renforcer notre prise sur la cape. Le maître Bernardo est un ancien toréador qui fut célèbre durant les années 50 et 60. Il fait partie de la dizaine de professeurs qui enseignent ici. Je ne garantis pas aux étudiants qu'ils deviendront matadors au terme de leurs études. Mais je leur garantis que l'apprentissage qui m'a pris 10 ans à moi ne leur prendra qu'un an ou deux. Avant l'existence des écoles taurines, un jeune qui voulait devenir torero devait aller dans les arènes et essayer de trouver une occasion d'entrer dans le milieu en se lançant devant un taureau avec n'importe quel tissu. C'était évidemment très dangereux parce qu'il lui manquait les connaissances et la technique nécessaires pour affronter un taureau. Ce qu'on enseigne ici à ces jeunes, dès l'âge de 12 ans, c'est à devenir de vrais toreros. Lors des entraînements, les étudiants jouent tour à tour le rôle du taureau et celui du toréador. Car l'art de la tauromachie consiste à anticiper les réactions de la bête qui réagit au mouvement plutôt qu'à la couleur de la cape. Le torero contrôle donc la bête par ses mouvements de cape stylisés qui sont les mêmes depuis des siècles. Au Japon, l'histoire de l'art sumo ne date pas d'hier non plus. On raconte même qu'elle remonterait à des milliers d'années. Une légende veut que l'archipel ait été cédé au peuple japonais à l'issue d'un combat entre deux dieux à main nue. C'est sur le doyo que se concentre l'entraînement des lutteurs sumo. Cette arène de sable comporte une zone de combat faite d'un cercle d'environ 4,5 mètres de diamètre. L'exercice qu'on associe le plus souvent au sumo est le skiko, un mouvement qui consiste à soulever latéralement une jambe aussi haut que possible pour la redescendre en frappant vigoureusement le sol. On reproduit le même mouvement avec l'autre jambe et ainsi de suite. Cet exercice fait travailler à la fois l'équilibre et la souplesse. Ce qui est important, c'est de lever la jambe en utilisant les abdominaux. Vas-y. Voilà.
L'exercice de base d'un lutteur pour prendre de la force est le tempo. Il s'agit pour le rikishi de frapper le tempo, un gros pilier de bois, alternativement avec chaque main dans un mouvement énergique. Il est important d'envoyer le centre de gravité vers l'avant et de bien placer la pointe des pieds. On pousse avec les muscles des jambes et du ventre. Avec les abdominaux, on renforce les bras. Le surihachi consiste à avancer encore et encore sans décoller les pieds du sol en position mi-accroupie. Les jambes doivent être écartées et le buste penché vers l'avant. L'objectif est d'avoir un centre de gravité aussi bas que possible pour assurer une meilleure stabilité et mieux résister aux puissantes poussées de l'adversaire. Il y a des points importants à retenir quand on se lance contre l'adversaire. On doit bouger ensemble la tête, les mains et les jambes. À ce moment-là, on force avec les abdominaux. Allez, contracte tes abdominaux. Les lutteurs pratiquent leurs exercices 7 jours par semaine pendant 3 heures chaque matin et à jeun. Tous ces efforts servent un combat qui, dans les faits, ne durera parfois que quelques secondes. Qu'on affronte un lutteur pendant un court moment ou un taureau pendant de longues minutes, la pierre angulaire de l'apprentissage demeure l'entraînement. L'arène de l'école, où se tiennent parfois des corridas, sert aujourd'hui à l'entraînement d'un cours de maniement de ce qu'on appelle les banderillas. Hé, Carlito, tu sais faire ça, toi, hein? Les banderillas sont munis de petits harpons qui, lorsqu'ils sont bien piqués dans le garrot du taureau, lui redonnent de l'ardeur pour rendre le spectacle plus excitant. On travaille les banderilles de la même manière qu'on travaille les capes. C'est-à-dire qu'on apprend différentes façons de faire et une variété d'exécutions. Ah, le pauvre petit! Il faut que tu manges plus. On recommence. Aïe, 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 aïe. Allez, viens ici. Quand tu tournes sur la tête, regarde bien. Quand tu tournes, le taureau arrive et toi, tu tournes. Il faut que tu gardes la même corne. Tu ne peux pas tourner et changer de corne, sinon le taureau va revenir vers toi. Ah, le problème c'est Ramon, le maigrichon. Il t'a pas aidé. Mais ce détail, tu vas en tenir compte devant le taureau. Bien. Luis a 15 ans et est venu d'aussi loin que le Mexique pour apprendre la tauromachie. Bien qu'elle soit très populaire chez lui, elle se pratique différemment d'ici. La manière espagnole est la manière fondamentale. La tauromachie est née en Espagne, et ici on la connaît vraiment, ce qui me permettra de mieux la connaître. Je suis venu en Espagne pour profiter des occasions d'apprendre davantage, pour atteindre un autre niveau, et aussi pour me faire connaître à l'étranger. Quand vous regardez un de vos étudiants et vous dites « lui, il l'a », parce qu'il a quelle qualité? Je ne parlerai pas d'une seule qualité, mais de plusieurs. L'une d'elles est la passion. Il faut être passionné et vraiment vouloir devenir torero. Une autre qualité serait le courage, puis la technique. Le jeune doit s'appliquer à acquérir une bonne technique. Une autre portion de l'apprentissage que les étudiants doivent assimiler est celle de la mise à mort par laquelle toute corrida se conclut. Un point précis du garrot doit être touché pour que la mort soit instantanée. Un geste qui est aussi précis que difficile à poser. Un taureau, ça se tue avec le cœur, que tu le frappes d'un bras ou de l'autre. Tu sais comment tu dois placer ton bras, mais il faut que tu le fasses avec le cœur. C'est comme ça qu'on tue un taureau. Comme ça, tu ne te tromperas jamais.
Toute cette variété de passes et de mouvements, c'est la tâche de notre école de leur enseigner du mieux qu'on peut. Il s'agit de leur donner des outils pour affronter toutes les situations qu'ils pourront rencontrer dans l'arène en tant que professionnels. À Madrid, dans la salle d'entraînement de l'école de tauromachie, les étudiants travaillent l'aspect artistique de leur art. Pourquoi vous faites autant d'expressions faciales? On fait ça par goût et parce que c'est naturel. Et en plus, ça se transmet au public. Quand tu torees, tu inventes ta façon de faire à partir des bases communes. Je crois que la magie opère quand tu réussis à trouver ton style propre, différent de celui des autres. Je vois la corrida comme un art, car on crée quelque chose de beau, d'esthétique et d'artistique qui touche plein de gens. La tauromachie est un art, mais elle comporte aussi une part de métier, de technique et de règles. Le torero doit en tenir compte et les comprendre pour pouvoir affronter le taureau dans l'arène. Les jeunes doivent apprendre la distance, les zones de l'arène, les endroits où se réfugie le taureau et la manière de le toucher et de le croiser. Ce sont toutes ces techniques qui permettent de sortir triomphant de l'arène. Écoute, en ce moment et à cette distance, j'ai mes doutes. Je ne sais pas si tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas capable, ou bien si techniquement tu ne le vois pas dans ta tête. Les maîtres exigent beaucoup de nous dans le travail qu'on fait, dans notre façon de nous démarquer et dans notre évolution. Ils nous racontent aussi ce qu'ils ont eux-mêmes vécu quand ils étaient encore en activité. Ils nous donnent beaucoup de conseils. Si en Espagne, les futurs toreros s'entraînent encore, au Japon, les apprentis sumo, eux, se la coulent douce. Les matinées des lutteurs sumo sont entièrement consacrées à l'entraînement, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent du reste de leur journée. C'est tranquille, hein, ici? C'est merveilleux. Je suis détendu. Quand je suis en ville, ça me fatigue. La nature me redonne des forces. Là, tu es venu avec un autre lutteur sumo. Il s'appelle Shuo. C'est mon jeune collègue. Alors, est-ce que tu te sens par rapport aux plus jeunes comme un guide ou comme un grand frère? Comme je suis Sekitori, donc de niveau supérieur à eux, ils s'occupent de moi. Par exemple, ils plient mes ceintures de sumo, font mon lavage, prennent soin de moi. Ils me rendent des services et moi, en retour, je les emmène au restaurant de temps en temps ou je leur donne de l'argent de poche. C'est donnant-donnant. Seuls les lutteurs ayant atteint le rang de Sekitori reçoivent un salaire mensuel qui est versé par l'Association nationale de sumo. Parmi environ 700 lutteurs, 80 d'entre eux accèdent à ce niveau. Combien peut espérer gagner un lutteur sumo Sekitori? On touche 900 000 yens, soit 10 000 $ par mois. Ça fait 12 millions de yens, ce qui équivaut à 125 000 $ par année. Toi, ça t'a pris combien de temps à te rendre à ce grade-là? Ça m'a pris environ 11 ans. Pendant ce temps, je ne recevais pas de salaire. M'entraîner, je déteste ça. Mais quand je m'entraîne, je me sens plus fort. Je ne le fais pas pour moi, mais pour ma famille ou pour les autres. À première vue, le sumo peut ressembler à un combat d'obèses.
En fait, cette discipline est un sport de poussée et de projection, et la masse graisseuse est importante dans la mesure où elle sert à abaisser le centre de gravité des lutteurs pour leur donner une plus grande stabilité. Actuellement, je pèse 137 kilos. Au début, j'en pesais 68. Mon poids a doublé. J'aime ça et j'en suis fier. On ne peut pas dire que les lutteurs sumo en général aient des gabarits de ballerines. Pourtant, ils ne mangent que 2 fois par jour, le midi et le soir avant de se coucher. Leur potion magique pour engraisser s'appelle le chango nabe. C'est un ragoût très gras et très salé dont la recette peut varier. Leur ration quotidienne leur procure de 8 000 à 10 000 calories. Ça représente une vingtaine de Big Mac. Itadakimasu! Le plus difficile, c'est de grossir. Quand j'ai débuté, certains maîtres étaient très durs. Quand je ne mangeais pas, ils me frappaient. Ils me faisaient manger 3 gros bols de riz. Mais grâce à ces maîtres sévères, je suis devenu comme je suis maintenant. À l'époque, je les détestais et je voulais m'évader. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir enduré tout ça. Être sumo exige un certain physique. En Espagne, un taureau de corrida a aussi un poids et des caractéristiques à respecter. Il doit avoir un poids important, 460 kilos au moins, mais généralement plus. Il faut aussi de grandes cornes, dures et bien effilées, et un corps bien pris. Ce doit être une bête complète. Oh, est-ce qu'il y a un taureau là-bas? Espérons que non. Moi, je me mets derrière lui. Voici la Plaza de Tienta. La Plaza de Tienta, c'est une petite arène qui permet de tester la fougue des jeunes animaux qu'on va ensuite accoupler pour créer des futurs taureaux. On pique les vaches, sans exagérer car ce sont de jeunes bêtes, mais assez pour que ça saigne et que ça fasse mal. Après plusieurs coups de pique, celle qui n'est pas brave ne revient pas à la charge, mais celle qui l'est revient chaque fois. Pour ne pas trop piquer les plus braves et mieux voir leur potentiel, on les passe à la cape. Un torero ou un étudiant de l'école taurine s'en occupe. Ça leur donne une occasion de s'entraîner. Pour les apprentis matadors, les tentaderos permettent d'affronter enfin des vraies bêtes. C'est une bête sauvage, même si elle est petite. Elle est en mouvement et elle peut vous blesser. Les jeunes apprennent beaucoup avec ces bêtes. Chaque animal a un comportement différent, comme chaque personne a son caractère propre. Le torero, par son intelligence, doit être en mesure d'entrer dans la tête de l'animal pour comprendre ses intentions. Et c'est stimulant d'avoir à trouver en peu de temps comment réagir dans une situation de risque. Mais toi, les taureaux, ça te fait pas peur? Avec les connaissances qu'on acquiert et à force de toréer, notre technique s'améliore et on prend du métier. Avec l'expérience, on n'a pas moins peur, mais on sait comment résoudre les situations difficiles qui se présentent. Au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance de la tauromachie, on a affaire à des bêtes de plus en plus grosses et de plus en plus énergiques. Nous tous, on vit pour le taureau, autant les toreros que les éleveurs. Les apprentis toreros doivent affronter de jeunes vaches et des veaux fournis par les éleveurs, ceci pendant environ 2 ans avant de pouvoir passer à des bêtes plus grosses. En somme, c'est ce que chacun apporte au projet commun qui fait qu'au bout du compte, tout le monde progresse. Et c'est vrai autant en Espagne qu'au Japon. La vie dans une eya est celle d'une grande famille. L'Oyakata incarne le père et son épouse, appelée Okami-san, joue le rôle de la mère. Je dois veiller sur la santé de chaque lutteur. Et j'ai fait cela en contrôlant son alimentation.
Si quelqu'un attrape une grippe, il est certain que les autres l'auront aussi. Avant la compétition, je dois penser aux moyens d'assurer une performance optimale pour chacun. En surveillant leur alimentation avec l'Oyakata, on les contrôle pour qu'ils performent au maximum. Du chou, 77 yens, c'est pas cher. On prendra l'énergie avec des bananes. En général, je viens faire les courses une fois par semaine et demie. Ce sont des margoses. C'est plein de vitamines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je prépare du chanko nabe, je surveille l'équilibre nutritif. Je rends le tout très riche, en mettant beaucoup de légumes, du poulet, du porc, du bœuf et divers ingrédients. J'utilise différents assaisonnements, comme du miso, de la sauce soya, ou seulement du sel pour varier le goût du chanko nabe que je prépare. C'est en solde. Je vais tout acheter. Je connais par cœur la place de chaque article dans le magasin. Je planifie mon parcours dans ma tête et je finis en 30 minutes. J'espère qu'on n'a rien oublié. Ok, c'est fini. L'uniforme que portent les lutteurs sumo s'appelle mawashi. Et par tradition, il ne faut pas le laver parce que ça porterait malheur. La couleur noire est réservée aux élèves alors que le blanc est porté par l'Oyakata. On change le mawashi pour un tout neuf une fois par année lors d'une cérémonie. Et on peut penser que si un jour c'était permis de faire une brassée de mawashi à la machine à laver, ça serait au cycle délicat. Je suis encore très petit par rapport aux autres lutteurs. Mais il y a plusieurs techniques que seuls les petits sumo comme moi peuvent pratiquer. Soit se déplacer rapidement de gauche à droite, ou bien faire tomber l'adversaire en utilisant sa force. Je crois qu'à l'usage, ces techniques pourront me permettre de faire ma place et de gagner. Cela fait 3 ans que je suis ici, à Shikihidebeya. Présentement, je me situe au rang de Jyodan. C'est le 2e rang à partir du bas. Comme tous ceux du dernier rang, j'aide à préparer les repas, à nettoyer les toilettes et le bain, et à ranger les achats après les courses. Par ici, voilà. C'est une salle de bain de lutteur. Par rapport à une baignoire ordinaire, celle-ci est plus grande. C'est génial, ça c'est le bain pour les... Oui, pour les gros lutteurs. Moi qui suis une fille, est-ce que j'aurais le droit d'aller dans cet espace-là? C'est un lieu sacré, où seuls les hommes sont autorisés à aller. Les femmes ne peuvent pas. L'avenir que j'envisage, c'est de devenir sekitori, de pouvoir me marier et d'avoir une vie heureuse. Pour Hoshio, le but visé est d'atteindre un niveau plus élevé. En Espagne, c'est en affrontant un jeune taureau qu'un apprenti torero va faire ses preuves. C'est l'étape où il enfile enfin son habit de lumière, le costume traditionnel du métier, et c'est un moment chargé de sens. Quand on revêt le costume de torero, on doit respecter le métier, l'aimer et s'en montrer digne. La Casa Fermine est une véritable institution de la tauromachie. On fabrique ici les habits traditionnels depuis les années 30.
Pour confectionner un habit, depuis la prise de mesure jusqu'à la fin, il faut environ 1 mois et demi. Jusqu'à 8 personnes peuvent travailler sur un seul costume. Chaque costume est fait de plusieurs morceaux qui sont confiés à différents artisans. Parlez-nous un peu de la tradition de ces tenues. On appelle le costume vestido de torear. Vestido veut dire robe, parce que ce sont les femmes qui confectionnaient ces costumes à l'origine. C'était des femmes que leur mari laissait à la ferme. Elles avaient des affinités avec les jeunes hommes qui y travaillaient et qui étaient les toreros. Pour ces toreros dont elles étaient les marraines, elles demandaient à leur couturière de confectionner des costumes. C'est pour ça que le costume a des détails un peu féminins. Le costume est précieux car il est unique. Il n'y a pas si longtemps, on le brodait encore de fils d'or et d'argent véritables. Aujourd'hui, les matériaux sont remplacés par des métaux moins précieux, qui coûtent moins cher, mais qui représentent encore un poids sur le corps. En fonction des broderies, le poids tourne autour de 4,5 kg, mais il peut aller jusqu'à 5 kg. Alors c'est lourd. C'est ce qui les empêche de partir en courant. Les matadors, ce sont des êtres fiers, peut-être même très coquets, même un peu vaniteux. Alors, est-ce que c'est une clientèle qui est difficile? Ils sont capricieux. Un habit de torero, c'est vrai que c'est un caprice. Mais ce pourrait être le dernier. C'est quelque chose de précieux qui pourrait ne servir qu'une fois. C'est dans l'arène que tout se joue. On retrouve notre étudiant qui a enfilé le costume pour sa 11e noviada, où il affrontera un jeune taureau de 2 ans. J'ai confiance en moi et en ce que m'ont enseigné mes maîtres. Je veux être le plus calme possible. Investi et calme. Une noviada, si vous voulez, c'est l'exercice pratique de ce que les étudiants ont appris en théorie. Ça se passe dans un milieu modeste, mais c'est pas parce que c'est plus petit, c'est moins dangereux et que les taureaux sont de meilleure humeur. La beauté et la difficulté de la tauromachie tiennent au fait que chaque bête est différente. Dès que le taureau sort, on doit voir s'il se colle contre les palissades, percevoir son rythme et son pas. On doit évaluer ses forces et ses faiblesses et trouver la forme d'affrontement qui lui convient. J'aime tout de la tauromachie et j'essaie d'être bon en tout. Ce qui me donne le plus de satisfaction, c'est le travail avec la muleta. Parce que c'est à ce moment-là qu'on doit maîtriser la situation et sentir si le public est avec nous et avec ce qu'on fait. Le moment où la foule a le plus vibré avec moi, c'est quand je suis entré avec la muleta et que j'ai fait de la main gauche un très bon jeu de cartes. Est-ce que ça demande du courage de se remettre en piste tout de suite? Non. La première chose à laquelle on pense, c'est de reprendre la muleta, puis rassurer tout le monde et continuer la corrida. C'est la base de l'art du torero. On ne peut pas se regarder de l'extérieur en toréant, et il me restait encore quelques belles passes à faire. Arrive le moment fatidique de la mise à mort. Celui qui termine le duel que vient de mener le torero avec son jeune taureau. Il se met en place, vise et essaie d'empaler la bête, mais sans succès. Les applaudissements de la foule sont trompeurs. La bête a bien été touchée, mais pas fatalement. Le découragement de l'apprenti est palpable, mais il n'abandonne pas.
Y arrivera-t-il à son 3e essai? Cette corrida m'a laissé un goût amer, car je sentais que j'avais donné une bonne performance. J'étais en bonne position pour monter d'un cran et aller à Madrid, mais à cause de ma mise à mort ratée, je ne pourrai pas y aller cette année. L'objectif de l'école correspond à ce qu'on a pu voir avec Jorge. Il était dans l'arène à affronter son jeune taureau et ainsi montrer son évolution et son talent de torero. Pour un torero novice, il faut réaliser une 50aine de noviadas avant de pouvoir accéder à la consécration comme toreador. Malgré son succès apparent, rien ne garantit à notre étudiant qu'il parviendra à ce titre. Est-ce que c'est exact que vous êtes le coiffeur officiel de cette Eya? Oui, je suis Tokohide, coiffeur de sumo. En général, chaque Eya a son coiffeur. Autrefois, les Japonais portaient le mage. Maintenant, seuls les sumo conservent cette tradition. Je mets de l'huile, je peigne les cheveux, je les attache avec une ficelle appelée motoyui et je les plie en deux. Voilà le chanmage. Si le maguet se desserre et que les cheveux touchent au sol, le lutteur perdra. Je fais donc vraiment attention à la manière de faire le nœud. Quand un lutteur prend sa retraite, il coupe son maguet. On l'appelle alors danpatsu. Ici, il y a beaucoup d'hommes et il n'y a pas beaucoup de femmes. Comment c'est être une femme au milieu de tous ces hommes? Moi, je ne les vois pas comme des hommes. Je les vois plutôt comme des membres de ma famille. Ils sont un peu comme nos fils, finalement. Quand j'étais petite, j'avais un rêve. J'aurais voulu devenir sumo, si j'avais été un garçon, bien entendu. Au moment où j'ai rencontré mon mari, je ne pensais jamais me marier avec un sumo. Notre rencontre a fait que tout s'est parfaitement mis en place. Et d'une certaine façon, en soutenant mon mari, je me sentais comme si je montais sur le lieu de combat avec lui. Je parle évidemment de l'époque où il était encore un lutteur actif. Je suis vraiment heureuse. Je suis contente d'être mariée avec mon mari. J'aime beaucoup le sumo. Le sumo professionnel n'existe qu'au Japon. Il y a 6 grands tournois organisés dans l'année, dont 3 se déroulent au Kokugikan, le temple du sumo à Tokyo. La structure très codifiée des rangs des lutteurs est régie par l'Association japonaise du sumo. Sur un tournoi de 15 combats, si le lutteur remporte au moins 8 victoires, il monte dans les rangs. Sinon, il descend dans le classement. Ainsi, à part le rang supérieur de Yokozuna, aucun titre n'est jamais acquis pour toujours. La salle de tournoi de sumo à Tokyo est ultra moderne, le Kokugikan, et on y exerce un sport très classique dans un environnement ultra moderne. Et ça, c'est intéressant de voir quand on va assister à un tournoi de sumo, c'est vraiment le cadre. On s'imagine un endroit vraiment très pittoresque et pas du tout. L'intérieur est vraiment très différent.
de ce que l'on voit. Et c'est assez difficile, oui, pour le sumo de se moderniser, de faire cohabiter modernité et tradition. Il n'y a pas de catégorie de poids pour les rikishi et il peut arriver que l'un des lutteurs ait plus du double du poids de l'autre. Le but est soit d'éjecter l'adversaire hors du cercle de combat, soit de lui faire toucher le sol par une partie du corps autre que la plante des pieds. C'est une question de force et de puissance, mais aussi de stratégie et d'agilité. Donc les règles sont extrêmement simples. Après, ce qui rend le sumo très compliqué dans l'approche, ce sont toutes ces cérémonies que l'on voit. Et si on essaie vraiment de mettre à jour, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière chaque mouvement, là, ça devient plus difficile. Les lutteurs donc entrent sur le doyo, jettent du sel pour purifier la zone. Ensuite, avec les jambes, frappent le sol pour écraser les mauvais esprits, se saluent pour établir un respect par rapport à son adversaire, retournent dans leur coin, recommencent plusieurs fois. Donc ça, c'est intéressant, en fonction de leur grade, le temps imparti entre le temps pour la préparation varie. Ensuite, ils se fixent, s'observent, repartent, reviennent plusieurs fois comme ça. En fait, c'est pour s'accorder sur le plan spirituel et aussi peut-être déjà élaborer la technique qu'ils vont utiliser par rapport à l'adversaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le tachiai, la rencontre des lutteurs, qui peut être extrêmement brève, durer des fois quelques secondes à peine. Et le vainqueur empoche l'argent si le combat est sponsorisé, et toujours de manière très noble, très humble. Dans les autres sports, quand un vainqueur gagne, il s'exprime, il montre sa joie, il explose de joie. Dans le sumo, pas du tout. Ça reste très interne, les sentiments restent internes. Quand je parle avec des Japonais autour de moi, que je leur demande « Est-ce que vous aimez le sumo ?», beaucoup me disent « Non, je ne suis plus le sumo maintenant » parce que ce sont que des étrangers qui dominent vraiment la scène du sumo. Et en fait, ce n'est pas trop l'approche du sumo par elle-même qui rebute les jeunes, c'est aussi de voir ce manque de grands champions japonais. Les grandes figures du sumo d'aujourd'hui viennent presque toutes de l'étranger. Il devient même difficile pour les Heiya de recruter des lutteurs originaires du Japon, alors qu'au départ, il était inconcevable qu'un étranger puisse devenir rikishi. C'est le cas de Sensho, qui a quitté la Mongolie afin de venir gagner sa vie comme lutteur professionnel. Je vous présente ma femme. Bonjour. Elle s'appelle Oho. Oho. Voici mon fils aîné, il s'appelle Dale. Dale? Il a quel âge, Dale? Il a 2 ans. Elle a moins d'1 mois. Et c'est quoi son nom? Kenun. Donc, c'est un privilège qu'ont les sekitori de pouvoir se marier et de vivre à l'extérieur de la Heiya. C'est exact. Avant de devenir sekitori, on ne peut pas partir. Si Dale voulait devenir lutteur sumo plus tard, est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait plaisir? Bien sûr, ce serait la plus grande joie. Mais je ne crois pas qu'il le deviendra. Je ne sais pas. Non, je ne veux pas qu'il devienne lutteur. La vie de sumo est dure, très dure. Je préférerais vraiment que mon fils choisisse un autre chemin. Aujourd'hui, la plupart des enfants rêvent de devenir joueurs de football, de baseball ou de hockey sur glace. Le lutteur doit être un modèle qui donnera aux enfants le goût de devenir sumo. Par le sumo, on établit un contact avec la société et les enfants. Ça fait partie de notre rôle. Il faut être utile à la société et c'est ce que je veux pour notre Heiya. Un aspect important du sumo qu'il ne faut pas laisser de côté selon moi, c'est qu'il s'agit de préserver cette culture. Une culture traditionnelle.
Ce qu'ont en commun les apprentis lutteurs sumo et matadors, c'est que les disciplines qu'ils ont choisies exigent d'eux d'énormes sacrifices, dont mettre en danger leur santé, leur corps et parfois même jusqu'à leur vie. Est-ce que la peur, c'est une alliée ou une ennemie? La peur, elle sort quand on est là. Elle n'est ni une alliée ni une ennemie. Elle est là, c'est tout. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand on torée et qu'on veut en faire un métier, on sait qu'on joue avec sa vie. En fait, on ne pense pas à la mort quand on est en face du taureau. On pense à ce que fait le taureau, à son comportement et à ce qu'on va faire pour le garder à distance. On ne pense pas à la mort, mais on sait qu'elle est là. Chaque année, il arrive un tas d'accidents, à mes compagnons ou même à moi. Mais on ne pense pas tout le temps à ça. On a l'esprit occupé par autre chose. À Madrid, la Torre del Oro, un bar de fans de corrida, est un véritable musée dédié à la tauromachie, mais surtout aux dangers qui y sont liés. Ces murs sont tapissés de photographies rappelant le courage des toreros. Le torero est un créateur, mais un créateur qui met son intégrité physique en jeu. Je n'aime pas beaucoup dire qu'il met sa vie en jeu, mais malheureusement, ça existe et ça a existé. Mais je crois que c'est le seul spectacle qui est capable de créer de l'art et en même temps une émotion créée par le danger permanent que représente l'affrontement du taureau avec l'homme. Aucun torero ne peut échapper au danger de la corrida. Personnellement, j'ai été encorné 10 fois, dont 3 fois où j'ai failli en mourir. C'est un jeu très dangereux. C'est pour ça qu'on a besoin de courage pour le faire. Du courage, passons à la polémique, puisque la tauromachie ne fait vraiment pas l'unanimité. Alors que l'opposition à la corrida gagne du terrain dans l'opinion publique, la France, en 2011, a attribué à la tauromachie le statut de patrimoine immatériel. Alors, est-ce que la corrida, c'est un vestige d'une époque révolue que certains pourraient carrément qualifier de barbare, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est un élément culturel important? Piensa que está importante de conservar la tradition de la corrida. Ça existe depuis longtemps et ça ne disparaîtra jamais. Ça a connu ses hauts et ses bas selon les années et les toreros vedettes. Il est important de conserver la tradition des corridas, parce que ça fait partie de notre pays et du patrimoine. Mais en même temps, ce qu'on fait subir aux animaux est un problème. Je ne sais pas trop quoi penser. On a tellement peu de tradition. Il faut conserver au moins cela pour se différencier des autres. Il faut la conserver. Voir le torero jouer avec le taureau, c'est une forme d'art. Je suis espagnole, je suis née ici, je suis allée à la corrida. Mais ce sport, je m'en fous totalement. Que sería la España sin toro? Ce ne serait pas l'Espagne. L'avenir de la tradition taurine n'est vraiment pas assuré, puisqu'en Catalogne, au moins, les corridas sont déjà bannies. Pour les étudiants toreros, rien n'est gagné non plus. Il y en a très peu qui finissent par devenir toreros. Mais ici, depuis 30 ans, plus de 125 jeunes ont revêtu l'habit de lumière. Ils ont débuté ici et sont devenus professionnels. Cette école a produit de grandes figures. Nous, on a l'impression de défendre la tradition et de la respecter, pour qu'elle ne se perde jamais. J'aime la vie de torero. Je commence à bien la connaître et je l'adore. Je ne la changerai pour rien au monde. On ne sait pas combien de temps ces traditions populaires vont perdurer. Et le mystère de leur survie est aussi grand que la fascination que ressentent des millions de spectateurs face aux matadors et aux lutteurs sumo. Et la bonne nouvelle, c'est que réussir à soulever des foules grâce à son courage, sa force et sa dextérité, ça aussi, ça s'apprend à l'école. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web ou sur les réseaux sociaux.